Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Loto, votre émission 100% Standard de Liège. On est très ravis de vous proposer chaque mercredi cette belle émission consacrée à votre club de cœur. Et au sommaire de cette belle émission, on va commencer avec le hat-trick d'Ali Lukunku, un hat-trick dans lequel on va tout simplement débattre sur la prestation du Standard, la belle prestation, la belle victoire 1-3 à Ostende. Ensuite, on aura parole de supporters, où là notre journaliste Lucas Caffarelli a tendu son micro et a posé la question, parce que c'est deux actus très chauds, deux dossiers très chauds. Le mercato estival et la reconstruction du stade. On vous a demandé tout simplement si vous deviez choisir une priorité, ça serait laquelle? C'est dans Parole de supporters. Ensuite, le Rouge du Soir, un ancien journaliste de l'ADH, mais surtout co-auteur de ce très bon bouquin. Je le montre à la caméra. Rouge toujours, un très beau bouquin de plus de 188 pages où on reparcourt l'histoire du Standard. Et on va en parler avec David de Mittenard qui est avec nous en plateau. On va quasi terminer cette émission avec le camp adverse où on va analyser forcément le prochain match. Et quel match face au premier de Jupiler Pro League, Genk. Ça sera dans le camp adverse. Et puis le game pour un peu s'amuser en fin d'émission. Et nos invités, justement, comme d'habitude, il est là chaque mercredi, toujours aussi frais, Ali Lukunku. Salut. Bonsoir à tout le monde. Ça va, un peu fatigué, j'ai l'impression. Un peu fatigué, Les semaines s'enchaînent, mais... Ouais, les yeux là, j'ai pas trop bien dormi. Mais bon, il y a le retour du soleil, donc on va reprendre un peu Exactement. Les couleurs, moi je les ai. Donc, et notre invité, je le disais, le co-auteur de ce beau livre, je le remontre, Rouge toujours, David de Mittenard est avec nous. Bonjour David. Bonsoir Malik. Ça va? Ça va très bien, oui. Eh bien, merci de venir aujourd'hui en plateau pour nous parler de ce très bon bouquin. Quelques mois après sa parution, nous dire un peu les retours et surtout nous expliquer comment t'en es arrivé à produire ce beau bouquin. Donc, vous l'avez vu, c'est une belle émission aujourd'hui avec David de Mittenard et Ali Lukunku. Et on commence tout de suite avec le hat-trick. Ali, les 3 points importants à retenir cette semaine, il y a forcément cette victoire. Oui, bien entendu la victoire, mais il y a eu la manière, et assez rapide. Parce que le Standard a pris cette équipe d'Ostende à la gorge, elle ne les a pas laissés respirer. Et donc ils sont vite mis à l'abri. Et ça, je dis que ça c'est très bon. Je pense que le score aurait pu être un peu plus lourd. Mais comme dans beaucoup de matchs où le Standard joue contre un adversaire plus faible, souvent il a tendance, une fois qu'il pense que c'est fait, à se laisser un petit peu aller endormir. Et vous savez, quand vous avez 2 buts d'écart, quand vous en reprenez un, le match est relancé. Donc il faut peut-être... Et surtout que le 1-3 arrive très tôt aussi, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc bon, voilà, il n'y a pas eu le feu. On a vu un Standard bien engagé. Et l'autre point positif que je dirais, moi, c'est Fossé. Ça fait quelques matchs qu'il est vraiment au top. Ouais. Il apporte beaucoup sur ce côté droit. D'ailleurs, j'ai souvent dit que pour moi, Balikwisha est un ailier droit, mais au fait, quand on voit le Standard jouer et l'apport que Fossé a offensivement, c'est juste top, quoi. Du coup, tu lances un peu cette question par rapport aux 11 alignés par Ronny Della. Donc, à part Fossé, est-ce qu'il y avait d'autres joueurs, et après je donne la parole à David, d'autres joueurs qui t'ont plu? Bon, moi personnellement, outre les Alzate, Oyo, qui deviennent de plus en plus des confirmations, c'est vrai qu'il y avait Fossé, mais est-ce qu'il y a un autre joueur? J'ai envie de dire, le collectif a été bon. Oyo a été très bon. Le but qu'il marque, il y a un geste super d'Alzate qui arrive à éviter l'adversaire quasi comme une danseuse. Chimirot a été très bon. Zinkernagel aussi a été bon. Je dirais peut-être Donum un peu moins que d'habitude, parce que d'habitude on le voit un peu beaucoup. Enfin, il est beaucoup plus performant. Il a été un peu plus dans le rang, mais voilà, il a fait son job et bon, faut s'y reconnaître qu'en face... C'était très moyen. Oui, techniquement, au stand, on sent que c'est vraiment la fin, quoi. David, je me répète, hein, tu es ancien journaliste qui couvrait le Standard pour la DH. Ce Standard-là, il te plaît? Le Standard, quand il joue à son meilleur niveau, il me plaît beaucoup. C'est ce que je mets parfois après certains matchs, quand il joue un foot dominant, un foot vraiment de possession et engagé. Et ça, c'est très plaisant à regarder.
Maintenant, il y a l'autre standard, l'autre version, j'ai envie de dire, qui passe complètement à côté de certains matchs. J'étais au stade pour voir le match contre Courtrai. C'est clair que dans ce match-là, je me demande ce qui se passe et comment le standard peut alterner un si bon niveau avec un si piètre niveau. Oui, on se demande à chaque fois si le standard avait été régulier. Est-ce que voilà, c'est playoff 1, est-ce qu'ils auraient pu jouer quelque chose en moi, je me souviens quand je suis arrivé à Monaco, les joueurs d'expérience qui discutaient. Il y a des objectifs dès le départ et il disait si on veut être champion, on ne doit pas perdre plus de 5 matchs. Donc, il se focalisait sur le fait de ne pas perdre plus de 5 matchs. Et c'est important quand vous dites vous n'allez pas perdre, vous avez beaucoup plus de chances de gagner que si aujourd'hui vous dites on va jouer, on va essayer de... Non. Donc pour moi, le standard... Il manque peut-être cette petite flamme là de dire mais les gars on est tout prêt, allons le chercher quoi. Et c'est sur des matchs importants comme Courtrai. C'est un tournant Courtrai. Tournant. Bah, pour revenir sur ce match de sang, parce que pour aller dans le côté positif, c'est vrai que moi je l'ai comparé un peu, toute proportion gardée, à ce match Belgique-Allemagne où pendant 30 minutes l'Allemagne ne voit rien. Ici le Standard maîtrise totalement son sujet pendant 30 minutes, Ostende n'en touche pas une. Et comme tu l'as dit, Ali, ça aurait pu être 0-3 après 30 minutes, quoi. Et on n'en parle plus, vraiment plus, quoi. Oui, c'est clair que là, le Standard a directement fait la différence, a été efficace avec effectivement Oyo qui vraiment est un peu la révélation du deuxième tour. Parce que c'est sûr que je pense qu'au Mercato, un attaquant supplémentaire, ça aurait fait du bien pour vraiment jouer les premiers rôles. Mais au final, c'est vrai qu'Oyo a quand même de l'efficacité, de plusieurs matchs avec des assists, avec des buts. Mais je pense qu'un attaquant supplémentaire, ça aurait permis au Standard de vraiment jouer le top 4. Maintenant, c'est sûr que l'équipe qui est devenue un peu l'équipe type, celle qui a joué contre Ostende, c'est un peu l'équipe type. Celle-là tourne bien, je trouve. Voilà, celle-là tourne vraiment bien. Et quand ils se donnent tous à fond, quand ils gagnent les duels, etc., effectivement, là, le Standard peut bousculer n'importe quel adversaire. On l'a vu déjà cette saison. Là, ils voulaient le gagner. Contre l'Union, je veux dire... Ils sont capables de jouer vraiment le haut du tableau, mais ce qui manque, et c'est un peu le refrain chaque année, c'est de la régularité. Ouais, parce que, on y reviendra tout à l'heure, parce que je pense vraiment que ce match contre Genk ici va être vraiment quelque chose... il va se passer quelque chose, parce que là, on peut rien dire. C'est le premier du classement, qui vient jouer au Standard. Ouais, et puis le Standard a peut-être encore une chance. Hein, il reste 3 matchs, je pense. Oui. Donc, en battant Genk, ils reçoivent 2 fois, en battant Genk et Charleroi... Si Bruges, je pense pas que Gand va craquer parce que Gand est... Gand joue contre l'Union Saint-Gilloise ce week-end. Donc voilà, c'est un moment important. C'est un moment super important. Et j'ai dit une erreur ici en disant qu'après 30 minutes, ça aurait pu être 3-0. C'était le cas en fait, 3-0. Mais comme Ali l'a dit, ça aurait pu être très vite 0-4, même 0-5, tellement que Ostende était inexistant, peut-être grâce au système et au jeu imposé par... les hommes de Ronny Della, quoi. On va regarder cette stat proposée, enfin ce chiffre proposé par Circus. Ce chiffre 4, en fait, tout simplement pour évoquer, messieurs, que ça fait 4 fois d'affilée que Ronny Della aligne la même équipe. David t'en parlait, c'est le même 11 types se dégage. Ali, c'est important finalement d'arriver... Oui, mais j'ai envie de dire ça arrive peut-être un peu tard. C'est bien d'avoir ça dans les premiers. Alors on sait qu'il y a eu des mouvements, il y a eu beaucoup de choses qui étaient perturbées. Il y a des joueurs qui sont arrivés aussi en forme un peu plus tard. On parlait de Noah Oyo qui émerge seulement depuis le deuxième tour. Parce que je pense que le garçon il a compris un petit peu qu'il devait faire des efforts, qu'il devait se concentrer, qu'il n'est plus un gamin, quoi. Il avait une chance parce que Perica pour l'instant il n'est pas au niveau. Et je trouve en plus que les joueurs du milieu de terrain, ils le cherchent et ils le trouvent bien. Donc on a vraiment l'impression qu'ils sont contents que ce soit lui qui est là. Et on sent qu'il y a une confiance avec ce joueur. Donc c'est bien et j'espère que il va pouvoir... Il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de suspendus et qu'ils vont pouvoir terminer la phase classique avec ce 11. J'avais lu cette semaine un très bon article sur Sudinfo qui expliquait justement cette éclosion de Noah Oyo grâce un peu au côté paternel du coach Ronny Della, c'est-à-dire qu'il l'a beaucoup soutenu, il l'a beaucoup protégé dans des moments peut-être un peu délicats. Et quand il fallait sévir, il l'a fait d'une manière très intelligente. David, on ne cesse de répéter, c'est quand même un coach mais qui est taillé pour le Standard parce que on sent qu'il a dans son comportement l'esprit Standard, comme on le dit souvent, mais il a aussi cette communication, cette facilité d'être en phase avec les joueurs.
Oui, c'est clair que je pense que le Standard a trouvé un peu la perle rare. Un coach qui allie justement cette personnalité qui convient au Standard de feu. On voit quand il communique avec les supporters après le match, c'est vraiment un coach qui est dans la communion et dans la furia, on va dire. Et puis aussi des connaissances, une expérience de coach où il a déjà fait ses preuves, il a déjà gagné des titres, il a déjà fait éclore des joueurs. Donc c'est sûr qu'il combine, il a un profil qui est certainement très, très intéressant pour le Standard et qui devrait permettre au Standard de construire, en espérant qu'il reste un peu dans la durée évidemment, de construire quelque chose et de revenir vers le sommet. 3 ans qu'il a signé, je pense. Oui, mais le problème, c'est c'est sûr que quand on est comme ça, un coach à succès, avec une expérience dans le passé qui a déjà gagné des titres, avec une expérience ici au Standard où il remet un club sur les rails, c'est sûr que ça attire les convoitises. Et puis, Moi, c'est ça ma crainte, parce que je veux absolument qu'il reste. Je pense que énormément de supporters qui nous regardent ce soir ont envie aussi, parce qu'on l'avait dit, Alice, c'est l'un des plus beaux transferts. Maintenant, la réalité, tu sais mieux que nous, la réalité du foot, c'est que parfois, un club arrive avec les ambitions, l'argent, etc. Comment résister, quoi. Enfin, bon, on l'espère que. Après, j'ai envie de dire. On parle dans le vent qui va rester, quoi. Si c'est le cas, moi, j'ai pas l'impression qu'il va partir. Après, il peut être sollicité. Mais par contre, c'est ce que le Standard va vouloir faire l'année prochaine. Ça va lui donner. Quand vous arrivez, vous dites on a un super coach. Avec le peu qu'il a eu, il a réussi à faire des choses très bien. Alors, donnons-lui les moyens de faire beaucoup mieux. Et peut-être qu'à ce moment-là... Je peux me tromper, mais je ne vois pas du tout la direction du Standard ne pas faire ça pour l'année prochaine, ou déjà réfléchir à l'année prochaine pour permettre à Ronny Deila d'être pleinement épanoui avec un effectif qu'il souhaite. Je pense qu'ils ont aussi envie de voir si éventuellement il va pouvoir qualifier le Standard en Play-off 1. En tout cas, ils ont joué en... Parce que vous savez, quand vous jouez l'Europe ou vous ne jouez pas, c'est 2 budgets différents. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs clubs. Bon, après l'objectif numéro 1 était quand même les Play-off 2. Ils y sont et ils jouent clairement comme une équipe, une très très bonne équipe de Play-off 2. Ils ont battu quasi tous leurs concurrents. Maintenant, moi, comment ils ont commencé, j'ai envie de dire, c'est vrai, il y a des équipes qui sont très fortes au-dessus. Il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Vous avez Anvers, vous avez Genk, vous avez Gand qui revient super bien et qui est très régulier depuis très longtemps. Ouais. Il y a Bruges qui est toujours là. C'est vrai qu'il y a de la concurrence. Maintenant, pour être dans les Play-offs, dans les Play-offs 1, c'est beaucoup plus dur. Mais... Voilà, il y avait la possibilité. Honnêtement, il y avait la possibilité. Il y a des matchs perdus qui ont... Ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, ça s'est joué à pas grand-chose. Donc ça doit donner envie aux dirigeants de dire « Allez les gars, l'année prochaine... Oui, et puis il ne faut pas oublier que je pense qu'il y a aussi... Bon, peut-être Alice ne sera pas d'accord avec ça, mais ce manque d'expérience parmi certains joueurs qui sont devenus des joueurs clés, mais qui... Voilà, on oublie, c'est des gamins de 20 ans, de 21, 22 ans, 23 ans. Non, c'est pas vrai. Tu vas me dire que Mbappé, il n'y a pas... Non, mais j'enlève même Mbappé. T'as des garçons qui jouent à Dortmund, qui jouent dans des clubs, ils ont 18, 19, 20 ans. Je disais Mbappé, Alice, parce qu'il disait, il n'y a pas une question d'âge. Non, l'âge, non. Exactement. C'est une question de prise de conscience de vraiment ce que vous voulez faire collectivement. Et c'est là où Ronny Deila, je trouve que sur ce groupe-là, il a été très fort parce qu'il a su former un groupe. Il a une armée derrière lui. En fait, on voit que les joueurs, ils ont envie de faire bien. Ouais. Parce que je pense qu'il n'y a pas de conflit avec le coach, tout se passe bien, il leur fait confiance. Et eux aussi, ils ont confiance au coach. On va reparler du Standard un peu plus tard dans l'émission, face ce très gros match face à Genk, ce sera un peu plus tard. Maintenant, on va passer à Parole de supporter. Comme je l'expliquais dans mon intro, Parole de supporter avec notre partenaire MAS, on a tendu notre micro. Notre journaliste Lucas Caffarilli était parti à la rencontre de certains supporters. Il y a 2 gros dossiers qui sont là depuis très longtemps. C'est la reconstruction du stade, le stade qui devrait peut-être être rafraîchi, peut-être agrandi, et le mercato estival. Et on a demandé aux supporters, en tout cas Lucas a demandé à nos supporters, quelle serait la priorité selon eux à moyen terme au Standard. Bonne question, là. Bonne question. Plutôt en mercato. En meilleur mercato. Bon, le mercato quand même. Ouais, le mercato. Question compliquée, mais quand on voit le mercato qu'on a fait aujourd'hui, c'est cette année et l'équipe qu'on a actuellement, pourquoi pas une rénovation du stade? Ouais, meilleur mercato. Bon, le stade, j'aime bien comment il est comme ça, par ça plus. Mais donc, ouais, vraiment un meilleur mercato, comme ça, on peut être plus ambitieux que ça. Donc, ouais. Oh, le mercato estival riche. Pour renforcer l'équipe qui est déjà bonne
et pour qu'elle soit encore mieux. Le stade, c'est vrai que c'est bien, le projet qu'on avait fait avant était magnifique, mais bon, je préfère du jeu que des briques. Non, le stade il est très bien comme ça, franchement, un bon mercato avec 2-3 joueurs qui apportent offensivement, parce que la défense franchement était pas mal. Après il faut voir s'ils vont rester comme ça, donc un bon mercato. Un mercato estival riche, on a un super stade. Pourquoi? On a un beau stade, enfin, il faut une meilleure équipe, je préfère avoir une meilleure équipe qu'un nouveau stade, disons ça ainsi. Celui-là il est emblématique. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas photo pour moi, le stade est très bien comme il est pour l'instant. Avoir une très bonne équipe l'année prochaine et pouvoir être plus à l'aise pour se qualifier dans les playoffs, ça serait nettement mieux. Donc pour moi, sans hésitation, c'est un très bon mercato. Un mercato festival riche. Sur le stade, en soi, il n'est pas toujours comble. On est quand même souvent rempli, mais jamais comble. Maintenant, les transferts qu'on a fait cette année sont très bons. Je pense notamment à Fossi, à Alzate. Par exemple, avec le départ de Raskin, pour moi, ça a été quelque chose de... Allez, je me suis dit quand il est parti que ça allait être difficile. Mais Alzate a vraiment bien pris la place de Raskin et je ne m'attendais pas à ce qu'il performe aussi bien, aussi vite. Mais c'est vrai que si on peut avoir quelques jours en plus, je ne dis pas non. Et pour moi, le stade, c'est pour après, quoi. Ce serait le mercato parce que le stade il est assez bien, on va y accueillir pas mal de personnes et il y en a assez pour avoir une bonne ambiance dans le stade parce qu'on a quand même des meilleures ambiances de Belgique. Du coup un bon mercato ça ferait du bien. Un mercato estival car le noyau actuel n'est pas très ouf et notre stade est vraiment très bien avec beaucoup de supporters et c'est très bien. Je prends le mercato estival riche. Et pourquoi? Pour renouveler un petit peu l'équipe et avoir des gens qui veulent jouer et qui veulent avoir l'envie de jouer. Et voilà, le stade il est déjà très bien comme il est pour le moment. Donc c'est pas important ça. La rénovation du stade ramènerait encore plus d'argent qu'à l'heure actuelle au club. Donc je dirais pour les joueurs, pour un mercato. Je pense que le Standard a déjà trouvé en tout cas fait de belles pioches ce dernier mercato. Je pense que les joueurs doivent un petit peu encore mieux se connaître et tout ça, mais en tout cas c'est sur la bonne voie. Du coup, voilà, pourquoi pas miser sur le stade, même si quelques transferts sont peut-être encore nécessaires. Je choisirais quoi? Le mercato estival riche, comme ça on sera champion et grâce à ça on aura plus de budget et peut-être une rénovation du stade. Moi je choisirais le mercato estival riche. Pourquoi? Parce que pour moi c'est le plus important de gagner, remporter des titres que la rénovation du stade pour le moment. Bon voilà, c'était une question un peu facile parce qu'on s'attendait un peu au choix privilégié par les supporters. D'ailleurs, n'hésitez pas, rsl@letalk.be pour nous laisser vos commentaires en vidéo pour simplement tenter de débattre avec nous. David, on a entendu le choix s'est plutôt tourné vers un mercato estival important. Les supporters réclament des renforts. Toi, de ton côté, c'est aussi le cas, en sachant que pourquoi on a mis en opposition le stade? Parce qu'aujourd'hui aussi, dans le football actuel, avoir un stade qui est plus, entre guillemets, qu'un stade de foot, qui peut accueillir plein d'autres événements au niveau économique, ça peut aussi apporter de l'argent. Quand on voit le Real qui rénove son stade, les autres grands... Ouais, mais le Real, ils ont une équipe, hein. Donc, priorité, David, à l'équipe alors, au mercato? C'est sûr que le stade, c'est plutôt un projet sur le long terme, avec des rentrées futures sur le long terme. Et je pense que si on parle avec les supporters, eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt renouer avec une équipe qui performe, qui fait des résultats à court terme. Et c'est sûr qu'avec peut-être quelques retouches, et surtout en gardant le coach et la structure actuelle au niveau des joueurs, c'est sûr que le Standard n'est pas si loin en fait, de revenir dans une équipe compétitive pour les premières places. Maintenant, c'est sûr que le stade, c'est un projet qui date déjà d'il y a longtemps, qui était, je pense, en bonne voie sous l'ancienne direction, mais avec la restructuration et les nouvelles priorités de remettre un budget en équilibre, de diminuer la masse salariale, etc., en fait, là, 777, je pense, s'occupe plus à remettre une situation financière stable avant de penser à continuer le projet de stade, même si, d'ailleurs, Josh Wander le disait dans le livre, ils n'ont pas mis ce projet de côté, ils n'ont pas rangé ça au frigo. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui reste une préoccupation pour eux,
mais ce n'est pas la préoccupation principale à partir du moment où la situation financière n'était pas bonne quand ils ont repris le club. Ali, avant de te donner la parole par rapport à ce petit sujet, on a une question d'un des supporters et ça, voilà, c'est une question qui, à mon avis, va pouvoir te permettre de répondre par rapport à ce sujet. Une question qui est posée, c'est si ils vont faire l'effort de garder les joueurs qui ont montré de leur personne cette année. Donc Balikwisha, Bodard, Noé Dussen. Je crois qu'ils méritent d'être conduits. Bon ben voilà, Ali, tu voulais parler de... Il faut une équipe forte, mais la question qui est posée, est-ce que tu penses que le Standard pourra se renforcer, mais aussi garder ces joueurs un peu clés de cette saison, selon toi? Moi, en tant qu'ancien joueur, je dirais qu'il faut une équipe forte et jouer dans un beau stade. C'est un tout. Maintenant, c'est vrai, on ne peut pas tout faire en même temps. Privilégier d'abord le renforcement d'équipe. Oui, parce que, vous savez, si vous arrivez à avoir une bonne équipe et se dire pendant 2-3 ans, on va jouer le top et on aura tout le temps la Coupe d'Europe, c'est aussi des rentrées supplémentaires. Donc ça va aussi motiver les propriétaires à se dire, maintenant on a une équipe compétitive, faisons maintenant un bel outil où... Oui, il y a aussi ça, quoi. Avoir l'assurance d'avoir une équipe qui va toujours jouer le haut du tableau. On voit Bruges, ils ont un vieux stade, ils ont joué la Ligue des Champions. Mais ils pensent à un peu le rafraîchir. Mais bon, ça existe. Oui, après, voilà. On va refaire un nouveau stade aussi. Enfin, je veux dire. Ouais, mais l'Union. C'est un peu obligé, oui. Mais par rapport à cette question du supporter, ton avis à toi, qui ne concerne que toi, est-ce que le Standard aura la possibilité, donc tu l'as dit, il faut se renforcer, mais aussi garder ces joueurs-là, Balikwisha, Noé Dussen, Bodard? Alors, je ne suis pas dedans, je ne peux pas savoir. Maintenant... Mais il faut les garder, selon toi? Oui, ce serait bien, mais est-ce qu'après, ces garçons, il y aura aussi des clubs qui vont venir? Est-ce qu'on va pouvoir dire non aux autres clubs? Vous savez, c'est très compliqué. On a vu Amala Raskin, c'est des garçons qui sont partis, il fallait vendre, quoi. Parce qu'à un moment, il y avait une situation financière, comme il a expliqué, ils veulent assainir, ils ont payé des dettes qu'ils veulent récupérer aussi, donc c'est difficile à dire. Moi, sportivement, j'estime que oui. Il faut garder les joueurs qui, aujourd'hui, qui portent un peu cette équipe, avec quelques petites retouches. Et qui se sont bien intégrés. Oui. Et qui prennent du plaisir. Hein, parce que tous ces mecs-là, aujourd'hui, je pense qu'ils s'éclatent, ils n'ont pas envie de retourner où ils étaient. Ils aimeraient bien jouer peut-être l'Europe avec le Standard. Ils sentent qu'il y a une possibilité parce que jouer dans ce stade, c'est très particulier. Oui, parce que David, Ali parlait de mecs qui ont pris un peu du plaisir, qui sourient à chaque match. On peut prendre l'exemple de Donum qui l'année passée était complètement abattu, voire même une envie de partir. Il avait été acheté, il voulait partir très vite. Il a été prêté. Hein. Même prêté, mais bon, il était censé revenir, il ne voulait pas revenir, etc. Là, on voit que c'est tous des mecs qui s'entendent bien, qui, à chaque fois qu'ils marquent, ils sont tous heureux, tous contents. Je pense que Donum, c'est le coach. Ça, c'est clair que si un joueur comme ça passe d'une saison vraiment cata à une saison comme il fait cette année, où c'est une transfiguration, c'est clair que c'est la patte du coach. D'autant qu'il y a le lien de nationalité. C'est sûr que Donum, je pense que c'est grâce à Deyla qui vit une saison comme celle-là. Et puis... Il n'y a pas de secret, je pense, dans le foot, ça marche beaucoup à la confiance et il suffit que tout d'un coup, il y a un déclic qui se passe et un joueur qui rate... Parce qu'on a vu des Raskin, des Bodard, ils n'ont joué que dans un Standard qui était chaque fois en difficulté, dans des saisons compliquées. Donc c'est dur de s'épanouir aussi. Voilà, c'est dur de prendre ses marques et de vraiment jouer à son meilleur niveau. Tandis que quand l'équipe tourne un peu, il n'y a pas de secret, c'est les joueurs qui... profitent de la bonne forme de l'équipe pour vraiment prendre le dessus et devenir des leaders de ces équipes. Surtout que Donum, il a été rebasculé dans un autre poste. Parce qu'avant, il jouait côté droit, il a un peu tête brûlée, il faisait pas trop son job défensivement. Là, on le voit, il est complètement impliqué. Puis il a aussi quelqu'un qui parle sa langue devant lui. Donc ça aussi, c'est important. Je pense l'année dernière, il était un peu seul. Aujourd'hui, il a quand même un Zinki en la gueule, il a le coach... Et tout de suite, on voit qu'il se sent mieux même dans la vie. Il a même demandé sa femme en mariage sur les réseaux sociaux. Standard. Donc, ça veut dire qu'il est, il est bien, quoi. Il est bien à Liège. Vous regardez Standard le Talk avec Ali Lukunku et David Demi-Tenard et on va tout de suite parler, on va faire un peu d'histoire concernant le Standard de Liège dans le Rouge du Soir. Le
Le rouge du soir, c'est donc David Demi-Tenard qui est là aujourd'hui sur notre plateau pour nous parler de ce très très bon bouquin, Rouge toujours, le livre officiel de 125 ans du Standard de Liège. Alors David, comme première question, comment tu décrirais maintenant, avec le recul, ce livre? C'est un hommage au club? C'est un récit historique? C'est pas vraiment un livre historique comme on peut en trouver avec un travail d'historien. C'est plutôt raconter l'histoire de manière la plus passionnante pour coller à l'image du Standard, en fait, qui est un club qui est dans la passion. Et donc, c'est des anecdotes sur l'histoire du Standard, la création du club, le choix du nom, le choix des couleurs, etc., raconté de manière agréable, on va dire. Et puis, c'est entrecoupé par des grands entretiens avec des joueurs qui ont fait la légende du Standard. De Bonga Bonga, qui est le premier joueur africain à avoir joué en Belgique et qui est rescapé du tout premier titre de 1958 jusqu'à Axel Witsel, Fellaini. Oui, c'est ça, on traverse les générations. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de légendes datent de la période Roger Petit, qui est la première période florissante du Standard, avec des Van der Smissen, des Tahamata, des Eric Guéret, etc., Léon Semling. Et puis on a aussi des joueurs qui datent de l'époque Lucien Donofrio, avec Fellaini ou Axel Witsel par exemple. Oui, donc on a des témoignages, comme je le montre aussi à la caméra, de Christian Piot qui t'a dédicacé ton bouquin. Il y en a pas mal qui l'ont fait d'ailleurs. Oui. Alors j'allais te poser cette question de savoir comment est né ce projet. Bon, il y a déjà une partie de réponse sur la couverture. Cette année, c'est les 125 ans du Standard, donc il fallait faire quelque chose, en fait. Voilà, donc en fait, on a eu une première expérience avec l'éditeur Chronica pour un projet de livre sur la biographie de Marcel Javot. Et quand ce projet a été terminé, comme c'était une chouette expérience, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour relancer un projet? Et voilà, moi étant ancien journaliste de l'ADH, où j'ai couvert pendant 15 ans presque l'actualité du Standard, je me suis dit, tiens, pourquoi pas un livre sur les 125 ans du Standard, vu que la date approchait. Et du coup, on a pris contact avec le Standard pour voir si le projet pouvait les intéresser. Ils se sont montrés directement emballés par l'idée, même si à l'époque, le Standard vivait une période un peu compliquée. Et donc voilà, ça s'est mis en place. J'ai contacté Michel Dubois pour me donner un coup de main, qui est aussi un ancien journaliste de l'ADH, pour tout le côté historique, d'autant que lui avait écrit des bouquins sur les campagnes européennes du Standard, etc. Donc c'était vraiment vous étiez complémentaires. Très complémentaires. Et donc, voilà, après le projet a évolué. On ne savait pas trop si on partait sur que des petites anecdotes sur l'histoire du Standard. Finalement, on s'est réorienté vers ces projets d'interview avec des légendes. Et ça, c'était vraiment passionnant pour moi parce que j'ai eu l'occasion de vraiment d'échanger sur les souvenirs qu'ils avaient avec des Christian Piot. C'est une mine d'or. C'est vraiment, il est passionnant à écouter. On aurait pu faire un bouquin qu'avec lui. Oui, que sur lui. Ouais. Des Guéret, LR. Et c'est ça que je note. Dans ce livre, il y a des stades, des témoignages, une rétrospective même des maillots. On peut même voir à la fin le classement des meilleurs buteurs, les plus capés, de superbes photos. D'ailleurs, ça va peut-être te rappeler quelque chose, Ali, cette photo-là, 2008. Bon, t'es pas... Voilà, t'es... Non. Pas sur... D'ailleurs, tu parlais de légende, David. Ali Lukunku, quoi. Ali Lukunku, il aurait pu figurer dans le livre pour ce magnifique but qui nous avait marqué à Bruges. J'étais dans le stade. D'ailleurs, on a la vidéo, on va la... Non, c'est pas vrai. Donc... mais c'est vrai que ce but reste... Parce que c'était un match de dingue où le Standard revient de 4-1 à 4-4 avec cette égalisation en fin de match, alors que tu revenais un peu de nulle part toi-même. Je veux dire, c'était... Je revenais de nulle part, personne ne m'attendait. Mais Ali, un bouquin comme ça, c'est pour tout passionné, enfin tous les plus grands fans du Standard, c'était important, surtout même pour les plus jeunes. Je sais pas, je suis pas dedans. Donc non, il y a plein de photos, ça doit te rappeler des choses, quoi. Non, mais c'est génial parce que moi, j'ai joué pendant 8 saisons et j'ai vu beaucoup de choses. Vous savez, il y a des hauts et des bas. Et en revoyant les images, moi, je repense à des choses qu'on a vécues avec les joueurs, avec les gens du club. Et en plus, on apprend aussi de ce que nous, on n'a pas connu. Parce que moi, je suis arrivé en 98 et avant ça, l'histoire du Standard, je ne la connaissais pas. Donc ça apprend, ça nous donne la possibilité d'apprendre aussi ce que c'était le club qu'on aime aujourd'hui, ce que c'était avant.
Bon, du coup, pour ramasser toutes ces interviews, est-ce que ça a été compliqué? Quelles sont les choses qui ont été difficiles à mettre en place ou faciles à mettre en place? Parce qu'on ne fait pas un bouquin comme ça, il faut retrouver les personnalités, il faut peut-être aussi avoir l'accord du club. Oui, c'est sûr que c'était chapeauté par le Standard, donc le Standard nous a aidé à prendre contact avec certains joueurs. Ça facilite. Moi, j'avais des contacts aussi en tant qu'ancien journaliste, etc. Ce qui a été plus compliqué, c'est en fait de renouer avec ce milieu où parfois les footballeurs sont un peu déconnectés de la réalité. Et c'est vrai que pour un joueur, j'ai parfois fait un déplacement et puis finalement le joueur n'est pas venu, etc. Donc il a fallu, Faut donner un nom. Mais par contre, c'était pas si compliqué de les convaincre parce qu'ils étaient tous très fiers de pouvoir être dans le bouquin. C'est leur rendre hommage en fait. Voilà. Ouais. Ils se souvenaient tout parce que. Et donc ils sont venus. Par exemple, Ehlers, il est venu du Luxembourg jusqu'à Sclessin pour faire l'interview et la séance photo. Pareil pour Tahamata qui est venu des Pays-Bas, etc. Donc ils faisaient le déplacement parce qu'ils étaient très contents et très fiers d'être dans le livre. Et pour les plus jeunes qui ne savent pas à quoi ressemblait le Standard en 1921, voilà la preuve. Mais le maillot, il est quelle couleur? Noir ou rouge là? Dès le début, les couleurs ont été le rouge et blanc. Ah ouais, d'accord. Avec Paul Bonga. Du coup, ta plus belle interview, bon, tu vas me dire toutes celles que tu as réalisées, mais si tu devais en ressortir une, celle qui t'a le plus marqué quelque part dans ce livre. C'est vraiment compliqué parce que, comme je dis... ils ont chacun quelque chose de spécial. Voilà, ils étaient très contents de pouvoir partager leurs souvenirs sur le Standard. Maintenant, le plus passionnant, ça reste Christian Pillot, qui lui, c'était anecdote sur anecdote avec la disparition de Jean Nicolaï pendant 4 jours, avec Simon Tahamata qui raconte que pendant les footings, il allait chez le coiffeur en prenant des raccourcis, en faisant croire à Raymond Goutals qu'il avait fait le grand tour du Bois Saint-Jean, alors qu'en fait, il était allé chez le coiffeur, et puis il se mettait un peu d'eau pour faire croire qu'il avait transpiré. Enfin, c'était vraiment des anecdotes... un foot qui, quelque part, j'ai l'impression ne pourrait plus des anecdotes qui pourraient plus... Ali, j'ai connu un joueur comme ça. Qui ça? Il faut des noms, là-bas. Victor Ikpeba. Ok. C'est un truc de fou. On courait, le mec, il se cachait dans les bois. Personne ne se rendait compte qu'il était plus là, quoi. Et puis, et nous, et à la fin, il réapparaissait, mais il rigolait, il n'avait pas transpiré, rien du tout. Et l'entraîneur, il voyait rien. Mais de ton époque du Standard, t'avais aussi des trucs comme ça, un peu... Non, nous, on n'a pas... C'était notre époque, il y avait beaucoup plus de discipline. Vous aviez 3-4 entraîneurs, donc... Et puis, il n'y avait aucun joueur qui avait envie de partir chez le coiffeur. Déjà, c'est loin. Déjà, c'est loin, il fallait trouver un coiffeur à côté. Donc, non, c'est déjà une époque où on était un peu plus... Trop focus, je dirais. Mais il y avait quand même l'esprit un peu de potes, famille, où vous dites après les entraînements, vous allez peut-être boire un oui, non, mais ça, il y a toujours eu. J'ai un petit peu moins connu en 2008, parce que du coup, les joueurs étaient plus jeunes. Et pourtant, on a quand même fait quelques... Je me souviens, moi, mon anniversaire, je pense que c'était après un match. Digne des livres de Neymar ou quoi? Non, pas du tout. Très simple. J'étais avec, j'ai dit à Witzel, Fellaini, il y avait qui encore deux fois n'était pas là, mais on était 5-6 et on est allé manger dans un resto à Liège où j'avais l'habitude d'aller. Je les ai invités. C'était sympa, on a rigolé, mais il y avait une grande différence d'âge. Donc voilà, mais ça restait toujours bon enfant. À l'époque des Gossens, là c'était un peu plus olé olé, quoi, je dirais. C'est un peu plus festif. C'était un peu plus festif avec Wio, parce qu'il y avait des gars d'expérience, puis on savait aussi que le week-end, on allait faire le job, quoi. Il y avait juste un joueur qui vous suivait pas, c'était Mbo. Mbo Mpenzali qui... Non, Mbo, non, c'est pas du tout... Mais il y avait aussi des gars comme ça, hein, tu sais, qui terminent l'entraînement, qui rentrent chez eux. Johan Wallem, c'était pas un joueur très festif, quoi. Mais l'entente a toujours été bonne. Et David... Ce bouquin est franchement une réussite. Moi, je l'ai parcouru 188 pages où on apprend plein de choses. Il y a des choses pour les grands supporters qu'on connaît déjà, quand la période 2008-2009 avec les petites anecdotes. Enfin, il y a juste les anecdotes qu'on ne connaît pas, mais globalement, certains sujets, on les avait déjà un peu parcourus. Mais ce qui est super intéressant, c'est comme tu l'as dit, toute l'histoire depuis le début jusqu'au milieu des années 80, etc. Je voulais quand même savoir que le Standard est un club atypique, on en parle chaque semaine. Il y a des hauts, mais il y a aussi des bas. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place ou à expliquer ces sujets-là, d'expliquer que le Standard n'a pas eu qu'une vie rose, entre guillemets, il y a eu des moments un peu tendus. Est-ce que ça,
Vous aviez envie de l'expliquer? Est-ce que ça pouvait être possible? Le Standard n'a pas mis de bâton dans les roues, n'a pas empêché les sujets délicats. Il y a un grand sujet délicat qui est l'affaire Waterski. Donc ce sujet-là, pour moi, c'était sûr qu'il faisait partie de la liste des événements dont on devait parler. Et le Standard n'a pas du tout empêché ça. Donc, et puis il y a la prescription, quoi. Je veux dire, tout le monde connaît l'histoire. Oui, mais c'est sûr que les joueurs, par exemple, un Gerets, ils ne voulaient pas en parler, quoi. Ça lui reste encore en travers de la gorge. Il n'a pas apprécié les suites de l'affaire. Et donc, pour lui, c'est clair que cette affaire qui a freiné sa carrière parce qu'il était parti à Milan, etc. Donc, il a raté des tournois internationaux avec les Diables à cause de ça. Donc, c'est clair que ça reste un sujet qui est encore aujourd'hui, même s'il y a prescription, dérange. C'est comme l'affaire VAOM. Voilà. Les gens n'en parleront plus. Non, mais ce que je veux dire, si vous allez poser des questions et les mecs ne vont pas répondre. Non, mais ce qui est important, c'est que le club, globalement, a laissé carte blanche. Et c'est important, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas connu, de savoir que ça existait, ce genre de choses. C'est la vie d'un club. Et la vie d'un club, c'est pas que d'un club populaire. Et surtout, ça explique, d'un club populaire. Ça explique pourquoi, après les années florissantes où vraiment le Standard était au top et gagnait titre sur titre, pourquoi il y a eu une si longue période compliquée. Sans rien, quoi. Jusque 2008 où là, ça a été de nouveau, le Standard est revenu au premier plan et c'était une période de nouveau faste. Mais ça explique pourquoi il y a eu une si longue attente avant de renouer avec le titre. Et un joueur quand même ou quelqu'un que vous auriez aimé avoir, que vous avez tenté d'approcher mais que vous n'avez pas pu avoir? Ali, il a refusé. Non, je rigole. Voilà. Il montre. Non, je lui ai envoyé. T'étais encore. Non, mais c'est parce qu'il était tout le temps à Ibiza et tout, à faire les soirées. Ah non, j'ai jamais été de ma vie là. C'est sûr qu'il y a des joueurs, parce que ça, forcément, dans le livre, on a fait une sélection en concertation avec le Standard. Et depuis la sortie du livre, je reçois régulièrement des messages. Tiens, pourquoi un tel n'est pas dedans? Pourquoi un tel n'est pas dedans? C'est sûr qu'il y a d'autres joueurs qui auraient sans doute mérité aussi d'être dans le livre, mais il faut faire des choix. Faire des choix, oui, c'est ce que. Et on ne peut pas faire. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Le projet n'est pas de faire un livre de 1000 pages non plus. Donc, par exemple, je sais que beaucoup de supporters auraient bien aimé voir Sigurvinsson dans le livre. Il n'y est pas, mais je veux dire, voilà, c'est des choix qu'il fallait faire. Et beaucoup de joueurs ont contribué à la légende. Vedran Rounier. Vedran Rounier, par exemple, Bolat est dans le livre, mais pas avec le statut de légende, mais il raconte parce que son histoire est forcément liée à celle de l'histoire récente du Standard, avec l'arrêt du pénalty à Gand et puis le but contre la Z en Ligue des Champions. Donc forcément, ça, on ne pouvait pas passer à côté non plus. Ben oui. Et maintenant, ça fait quelques mois que le livre est sorti, plusieurs mois d'ailleurs. Vous avez déjà eu, vous avez eu pas mal de retours positifs, j'imagine. Les commentaires sont globalement très très positifs, avec cette petite remarque concernant le choix des joueurs qui parfois. Il faut jamais, c'est jamais satisfaire tout le monde. C'est jamais donner satisfaction à tout le monde. Maintenant, effectivement, il se vend très bien et le Standard veut vraiment communiquer sur ce projet à partir de juin ou en vue de la saison prochaine, qui est sans doute plus. Vu que c'est plutôt à l'automne 1898 que le Standard a été créé, ils veulent coller plus vraiment au moment du 125e anniversaire. Donc ce sera sans doute pour le début de la saison prochaine que la communication reprendra et que les ventes reprendront aussi. David Mittenard et Michel. Il y en a combien qui ont été vendus? Alors, ça, c'est compliqué. On ne veut pas savoir combien tu as gagné, on veut savoir combien tu en as vendu. Certainement 6 000 qui sont vendus, puisque ça, c'est des chiffres aussi en lien avec le Standard. Donc, certainement 6 000, plus tout le réseau de distribution, où on a, à mon avis, aussi peut-être 2 000 livres qui ont été vendus. Ah ouais, donc, 10 000 pour là. Plus ou moins. Donc, il y en a 10 000 en circulation, et je pense que là, on doit être à 7-8 000 de ventes. Ce qui est sûr, Ali, c'est que quand on est un sur 10 000 fan en circulation, incontournable du Standard, c'est le livre. Faire des réimpressions. Il veut savoir tous les détails. Donc, Ali, c'est le livre incontournable pour les fans du Standard. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, précipitez-vous en librairie et allez chercher ce bon petit livre. Mais comme on est sympa dans Standard Le Talk, parce qu'on est une émission qui tue, on vous propose de gagner un bouquin rouge du soir, le livre officiel des 125 ans du Standard de Liège. Pour cela, il va falloir répondre à cette question. Donc, vous pourrez envoyer votre réponse à l'adresse rsl@letalk.be pour tenter de remporter ce livre. Je le remonte, ce très très bon livre. La question, la voici.
Combien de matchs Ali Lukunku a-t-il joué avec le Standard de Liège selon Wikipédia? Un mec très... Bah, dis pas ça, ils vont les regarder sur Wikipédia. Bah, le but, Ali, c'est qu'on reçoit des réponses déjà pour que... Je vous donne la réponse. Donc voilà, si vous avez la réponse, c'est très facile. Hein. Vous l'envoyez par mail, vous mettez vos coordonnées et ça sera un tirage au sort. Et voilà, on vous souhaite bonne chance parce que vraiment... J'ai pas la réponse. Hein. Ne m'envoyez pas d'SMS, j'ai pas la réponse. nous, en tout cas, on l'a et je peux dire que c'est du lourd. Hein. Non, la preuve que c'était un joueur qui a pesé. Sur le nombre de saisons que j'ai joué, je pense pas que j'ai joué... J'aurais dû jouer beaucoup plus de matchs. T'as une petite idée, David? Le nombre de matchs Bon, en tout cas, le petit indice, c'est que ça a dépassé la centaine. Ouais, oui, quand même. Voilà, on le sait. David, donc du coup, 150, moi je voulais revenir... 150, il balance déjà le chiffre. Bon, allez quand même vérifier, demander à votre pote Wikipédia, je suis sûr qu'il vous donnera la bonne réponse. Je rappelle l'adresse rsl@letalk.be pour remporter ce très chouette livre. David, moi je voulais plutôt revenir sur ta carrière. Donc tu as été journaliste spécialisé standard pendant de nombreuses années. Explique-nous un peu voilà, ce rapport que tu avais avec le club à ce moment-là et surtout comment tu vois aujourd'hui l'évolution de cette équipe. Donc effectivement, j'ai couvert le Standard pour l'ADH de 2005 à 2018. Donc 2005, j'arrive. Le Standard était sur une pente ascendante, on va dire, mais j'ai surtout connu vraiment la période faste avec les titres de 2008, 2009. J'ai couvert la Ligue des Champions pour le Standard, etc. Donc il n'y a pas besoin de te redemander tes plus beaux moments, c'était ça. Voilà, c'est clairement dans la couverture du Standard, c'était ça. Après, j'ai eu la chance de partir à la Coupe du Monde au Brésil aussi pour couvrir les Diables. Donc ça, c'était aussi un des grands moments de ma carrière de journaliste. Mais c'est sûr que je suis arrivé au bon moment pour couvrir le Standard. Ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient plus été champions. Et puis là, on a eu la chance de couvrir 2 titres d'affilée, de couvrir les compétitions européennes. Chaque fois que le Standard jouait en déplacement, je suivais, etc. C'était vraiment une période assez incroyable. Après, il y a eu plusieurs reprises de clubs avec des changements de propriétaires. Des moments compliqués, ouais. Donc ça, c'est toujours des moments un peu plus compliqués en tant que journaliste parce que déjà, il faut couvrir les événements, il faut recréer des réseaux de relations, etc. Donc ça, c'est pas toujours évident. Ouais, les joueurs arrivent, changent. Voilà, les coachs, les joueurs, quand les dirigeants changent aussi, c'est sûr qu'il faut chaque fois recréer des réseaux d'informateurs, etc. Mais voilà, j'ai eu la chance de couvrir une période assez incroyable du Standard. Ouais. J'ai vu le but de Bolat en direct. Les dernières prestations d'Ali Lukunku. J'ai vu ce but d'Ali à Bruges. Je veux dire, je le vois, il en a marre qu'on lui parle de. Il en a marre qu'on lui parle de ce goal. Mais bon, Ali, voilà, c'est comme Zidane et le Brésil. On parlera toujours de son coup de tête. Enfin, je veux dire. Voilà, c'est comme ça. Les joueurs de légende, on parle toujours de leur plus beau. Ouais. Bolat, on le parle plus beau de fait. Aussi. Oui, voilà. Ça, c'est vraiment. Parce que c'est un gardien qui. Et puis, je veux dire, la situation était vraiment. Qui qualifiait le Standard. Ouais, non, c'était particulier, ça, le coup de tête de Bolat. Mais je pense qu'effectivement, quand tu reviens comme ça d'une longue blessure, surtout que je pense. Même le Standard, à ce moment-là, t'avais pris, mais ne savais pas trop ce que tu allais pouvoir apporter, etc. Et puis que tu égalises comme ça un but spectaculaire à la dernière minute à Bruges, dans un match à rebondissement, c'était quand même... C'était un moment important, hein, vraiment. D'ailleurs, j'ai revu les commentaires en direct à ce moment-là, les gens devenaient fous. Donc voilà, bravo Ali pour ça. Et encore merci Ali. C'est ça le foot. C'est bien de pouvoir vivre des moments, de le vivre et de le faire, quoi. Allez, vous regardez Standard le Talk avec David Demi-Tonard qui est venu ici pour nous parler de son livre. Moi, j'ai juste une petite question. Dernière petite question avant d'enchaîner sur le Quand vous êtes journaliste spécialisé, donc du coup, vous êtes sur un club, quoi. Est-ce que vous êtes objectif ou souvent vous êtes aussi influencé par les sentiments que vous avez pour le club? Vous n'avez pas envie vous voulez pas être trop dur parce que il y a aussi de temps en temps, hein, vous savez, le club est pas content quand les articles sont négatifs, on le sait. Les joueurs aussi, des fois, ils sont pas contents. Tiens, tu m'as mis un 5, moi j'ai fait un bon match. J'imagine c'est un peu des deux. Il y a de l'affectif et on essaye de prendre du recul, mais c'est compliqué on suit H24 le club. Honnêtement,
Il suffit de voir les relations que j'ai eues parfois avec certains dirigeants. Parfois, la DH a même été boycottée parce qu'on avait moi, écrit... j'ai connu des périodes où on disait il ne faut pas parler à la presse. Hein. Voilà, donc, pas la Meuse, pas la DH. Donc, je pense que voilà, on fait son job le plus correctement possible, le plus objectivement possible. C'est sûr que pour un journaliste, c'est plus agréable de couvrir un club qui tourne bien, qui gagne, plutôt qu'un club en crise, ça c'est sûr. Maintenant, les relations que j'avais avec le Standard, au départ, quand c'était avec Lucien Donofrio, c'était compliqué, ça je ne le cache pas. Parce lui, il voyait les journaux un peu comme au Portugal, avec des journaux qui sont rattachés à des clubs, en fait, un club qui est pro Benfica. Ouais, un peu comme en Espagne aussi, quoi. Ouais, comme en Espagne. Et donc lui, il voyait la DH qui est plus étiquetée bruxellois, même si c'est un journal national, plus étiqueté bruxellois, et donc il n'appréciait pas forcément la DH, donc c'était pas évident. Maintenant, heureusement, on arrive à faire des relations. Oui, il y a les relations, il y a le travail de fond, et surtout il faut aussi que les clubs acceptent que quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Hein. Et puis c'est son avis, ça veut pas dire que c'est l'avis de tout le monde. Faut accepter les critiques, je veux dire. Mais c'est sûr que l'évolution du métier, avant, quand je te croisais au Standard, on pouvait se parler, on pouvait voir les entraînements, on pouvait venir tous les jours au Standard. Je suis sûr qu'ils ne supportaient pas les critiques. Alors moi, il n'y avait pas de problème. Maintenant, je veux dire, on voit les joueurs une fois par semaine, on ne peut plus leur adresser la parole sur l'autorisation du club, etc. Le boulot a complètement changé. Ouais. Et avant, les journalistes, ils nous appelaient directement, ils avaient les numéros. Et même nous, les joueurs, on n'avait pas de consigne est-ce que tu peux faire l'interview ou pas. Le journaliste te demande, tu dis oui ou tu dis non. C'est tout. Ouais, comme dirait notre réalisateur Florian, le football, il a changé. Bon allez, on passe au camp adverse. Parce qu'il faut avancer dans l'émission, même si je le rappelle, il y a énormément de choses à dire, mais encore une fois, je le précise, si vous voulez en savoir plus sur le Standard, c'est très simple. Soit vous appelez David, ou soit, c'est encore plus simple, vous achetez ce très bon livre, Le Rouge du Soir. Donc le camp adverse, c'est très 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 gros match. On va pas dire qu'il n'y a pas de pression, peut-être de la pression du côté de Genk, parce que c'est Standard Genk ce week-end. Une équipe qui est tout simplement la première, le leader de Jupiler Pro League, qui pour l'instant... ils sont beaucoup plus fébriles depuis qu'ils ont perdu au C'est ce que j'allais dire. On va quand même regarder le point, on va faire le point sur cette équipe. Donc, pas de surprise, Genk c'est le leader, premier avec 71 points, 34 buts marqués, 71 buts marqués, 31 buts encaissés, donc quand même une très beaux apports offensifs. Je crois que c'est la meilleure attaque et la meilleure défense, donc 71 points pris sur 93. Genk, depuis le début de saison, fait un très beau parcours, mais comme tu le disais, Ali, on va voir le dernier 11 aligné, c'est fébrile. Ouais, moi aussi, je pense que si on regarde tous les résultats de Genk depuis qu'Onuachu est parti, c'est plus la même équipe. Elle est plus aussi sûre d'elle, alors qu'elle a des joueurs de qualité, hein, il faut le reconnaître, il y a beaucoup de vitesse maintenant, mais... Voilà, il y a un petit moins bien, je trouve, même dans le jeu. Je trouve que c'est moins séduisant qu'on a vu le Genk de début de saison. Ouais. David, c'est le bon moment pour les prendre, en fait. C'est sûr qu'ils restaient là sur une période très compliquée au niveau des résultats. Je pense qu'ils ont pris la moitié des points en jeu. Donc c'est clair qu'ils étaient dans un creux. Après la dernière victoire le week-end passé, dans les derniers instants, je pense ça a un peu reboosté. Mais je pense ça a quand même reboosté un peu le moral. On voit qu'il y a beaucoup de buteurs différents aussi dans les derniers matchs. Donc ça veut dire que le danger peut venir d'un peu partout. Ouais. Je pense que bon moment en fait dans des matchs comme ça... dans des matchs au sommet, parce que même si le Standard est un peu plus loin au classement, ça reste des matchs très particuliers. C'est comme un classico. On ne peut jamais dire à l'avance ce qui va se passer dans un classico. Non, mais je veux dire, vu les conditions, en sachant que le deuxième, l'Union, est revenu à 3 points, l'Antwerp n'est pas loin. J'ai l'impression qu'il y a une forme de pression à Genk. C'est sûr que tandis que le Standard, c'est plutôt quelque chose de très motivant, en fait. Chez nous, on affronte le premier. La pression est plus grande sur les épaules de Genk, mais ici, le Standard doit assurer sa participation quand même au Play-off 2, ce qui n'est pas encore fait. Non, mais là, ça va être... Je veux dire, il faudrait vraiment... les autres sont pas loin, donc il faut prendre des points d'abord pour assurer le Play-off 2, parce que ça peut être mathématique ce week-end, et puis pour garder peut-être un petit suspense pour les Play-off 1, même si je pense que là, revenir sur Gand, Bruges, etc., ça va être compliqué, mais... En tout cas, c'est sûr que pour le Standard, qui a déjà montré contre l'Union
contre Bruges, etc., qu'ils pouvaient Contre battre. Anvers, contre l'Antwerp, ils ont etc. quasi tous battus à domicile. Parmi les joueurs de Genk, on ne pouvait pas le mentionner parce que voilà, vous en parlez, c'est une très belle équipe. On voulait mettre en avant cette semaine Mike Trésor. Ouais, ben moi c'est pas lui que j'aurais mis. Bref, c'est quand même un joueur. J'aurais mis Pencil. Je trouve que Pencil, il est waouh. Mais malgré tout, Mike Trésor quand même. Par contre, les très bonne saison. Ouais, les stats, on voit les stats. ça va être un joueur, c'est juste énorme. Un joueur auquel il faudra surveiller. Parce que 18 assists déjà là, waouh. Ouais. Et je crois qu'il est loin devant tout le monde. Hein. Ouais, c'est clair. Au niveau des forces-faiblesses de Genk, parce qu'on en parlait déjà, qu'est-ce qui pourrait aider le Standard à pouvoir faire un très bon match face à cette équipe? On a quelques éléments de réponse de notre correspondant Vision du jeu. On regarde tout de suite. Bonjour l'équipe du Talk. Ce soir, je vais vous parler des forces et des faiblesses de Genk. Alors, offensivement, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est une équipe à l'image de Arsenal qui s'impose dans le camp d'adversaire, qui marque énormément de buts sur jeu dominant placé, plus de 35, 26 buts sur centre, les meilleurs de la tête, 20 buts et énormément de buts marqués au cordeau. Donc, il y a une volonté de passer par les côtés et d'ajuster les centres, et principalement du côté droit. C'est un peu le vestige de l'époque Ito, mais ils ont continué comme ça avec Pencil. Et concernant les points faibles, il n'y en a pas beaucoup au niveau défensif. Il y a peut-être une opportunité, c'est que comme l'entraîneur se définit lui-même comme un épicurien, il veut le beau jeu et il n'a pas de restrictions offensives. Donc défensivement, des fois, ils peuvent être surpris, ils peuvent encaisser un but, 2 buts sur un match, mais toujours être performants offensifs. Donc, il y aura toujours de la place probablement pour marquer un but. Et aussi, il y aura peut-être un petit moment charnière qui est au retour des vestiaires, puisque cette équipe a encaissé 8 buts entre la 46e et la 60e. Voilà pour les forces et les faiblesses de Genk pour cette semaine. À très bientôt. Merci à Christian de Vision des Jeux pour nous apporter quelques éléments de réponse. Il y avait parmi ces forces-faiblesses, Ali, la non-présence, l'absence d'Onuachu. Ouais. Et j'ai envie de dire l'absence de son remplaçant. Parce on peut déjà montrer les précédentes prestations. C'est Oroko Daré qui est arrivé et malheureusement, ils l'ont recruté aussi pour remplacer et qui s'est blessé. Ouais. Donc à partir de là, ils ont changé leur système de jeu. Quoi, ouais, David, en voyant ces dernières, les derniers résultats, attention à cette équipe parce que ça ne réussit pas très bien au Standard. Hein. Quand on regarde les dernières confrontations. Non, et puis bon, c'est clair que Genk est un prétendant au titre, alors que le Standard est plutôt un prétendant à l'Europe. Donc la différence de niveau reste présente, même si, comme je le dis, le Standard a montré qu'il pouvait battre n'importe quelle équipe, y compris les favoris. Ouais. Un petit prono, vite fait. Moi, je dis victoire du Standard. Ouais. Ouais. Gros match ou petit match? Ouais, non, gros match. Il n'y a pas de petit match là. Non, mais je veux dire au niveau du score. De toute façon, les Genk Standard, ça a toujours été des gros matchs. Ouais. La situation actuelle va faire que c'est un gros match. Je ne sais pas à quelle heure ça se joue. Ils connaîtront les résultats de leurs adversaires, de leurs concurrents. Ouais, donc ça va être un gros match. Et le Standard n'a rien à perdre, j'ai envie de dire. Oui, c'est celui qui a le moins à perdre. Hein. David, un prono? Allez, soyons optimistes, 3-0. 3-0. Ils ont mis 3-0 à l'an. Il y aura 2-1 ou 3-2, il y aura beaucoup de buts il y aura beaucoup de buts. Eh ben on verra ça ce week-end. On arrive à la fin de cette émission. S'il y a des buts, je gagne le livre. Hein. Ah ouais. Donc dépêchez-vous à répondre parce que sinon Ali va repartir avec le livre. Allez, on passe au game. Il doit en emmener un deuxième. Bon, mais David, tu connais le principe, tu as un peu regardé les dernières émissions. Hein. Je pose des questions. Il a révisé, le gars, je suis sûr qu'il a révisé. C'est un ancien journaliste, donc bah oui, ça va être plus dur. Mais Ali, fais pas genre, parce qu'à chaque fois, tu dis... Non. Avec tous les journalistes, j'ai pas gagné. Donc, avec l'équipe de Standard Le Talk, on a un peu bossé sur les questions. Il y a du facile, il y a du très facile. Donc voilà, il y a moyen de marquer tous vos buts, de répondre correctement à toutes vos questions. Qui veut commencer? T'avais commencé la dernière fois. Hein. Non, je laisse l'invité choisir. Ok. Tu veux commencer? Ali peut commencer. Ok, Ali. Souviens-toi que c'est souvent les premiers qui ratent. Hein, Ali. Ouais, je sais. Première question. Quel joueur du FC Barcelone a été l'auteur d'un doublé lors du match contre Elche ce week-end? Victoire 4-0. Lewandowski. Ansu Fati, Lewandowski. Lewandowski. Attends même pas que je... Ah, j'ai vu le match, donc c'est Lewandowski. Lewandowski, ben voilà, tranquille. Premier point pour Ali. David, quel était le score de Manchester City-Liverpool ce week-end? 4-1, 3-1, 1-3. Je connais la réponse. J'étais occupé à dédicacer le livre, j'ai pas regardé. Ah, tu vois, voilà, il y a autre chose à faire. Donc 4-1, 3-1, 1-3. Le score Manchester City-Liverpool. J'attends le coup de sifflet de l'arbitre là. 3-1.
Qui a gagné 4-1. Sur le poteau, David. Bon. Regarde, il a le sourire. Alors Ali, en combien de minutes Oyo a-t-il inscrit un doublé? En combien de minutes lors du match face au Stand? 5 minutes, 3 minutes, 7 minutes? Ah, tu fais moi le malin alors. Oh purée. Pourtant j'ai vu le match, mais après quand il jouait moins bien, j'ai moins regardé. Allez, je vais dire 7 minutes. 7 minutes? Pas mal Ali, c'était 3 minutes. Ah ouais, non. Mais ouais. Bah Ali, trop la confiance là, tu viens de rater. Bon, David, tu peux égaliser. Que s'est-il passé lors de la première sélection nationale de Lionel Messi en équipe d'Argentine en 2005? Donc, que s'est-il passé lors de sa première sélection? Il se blesse après à peine 5 minutes. Il est exclu après 1 minute de jeu. Il marque contre son camp. Football, l'histoire et tout. Perso, moi, je savais pas la réponse. C'est chaud. Oh les gars, là. Mais je trouve que c'est une très très bonne question. On va dire qu'il était... Donc il se blesse, il est exclu ou il marque contre son camp? Allez, on va dire exclu. Pas mal, David. Ouais. Il est exclu après 1 minute de jeu. Ça arrive, hein. Je me souviens que Conceição, son premier match avec le Standard, il a aussi été exclu. Et ça arrive quand même assez régulièrement que des matchs, que des joueurs comme ça pour leur début. Sergio, avec Messi, Sergio, il est chaud, Sergio. Le sang chaud, hein, ouais, exactement. Bon, Ali, combien de tirs cadrés a eu le Bayern lors de leur victoire face à Dortmund 4-2 ce week-end? Combien de tirs cadrés? 6, 9, 11. Je préférais les quiz avec les photos. Je vais pas regarder, Allez, je vais dire 9. T'as révisé, hein? Non, pas mal. J'ai dit au hasard. J'ai dit au hasard, j'ai tapé dans la chance. J'ai tapé dans le mille. C'est de la chance, parfois il en faut dans les séries de pénaux. C'est clair. David, quel joueur a ouvert le score lors du match Union Saint-Gilloise Saint-Tron ce week-end? Teddy Thomas, Gianni Bruno ou Cameron Puertas? Ah, donc pas forcément pour Lyon. C'est quel joueur a ouvert le score? C'est Bruno. Égalisation, David, c'est chaud là. On continue. Ali, quelle équipe Chelsea a battu 8-0 pour remporter le titre de Premier League en 2009-2010 lors de la dernière journée de la saison? Blackburn, Wigan, Norwich. Norwich. Wigan. Compliqué, Ali craque à un moment compliqué. Bon, David peut prendre la main. Alors David, dans quel pays s'est déroulée la première Coupe du Monde en 1930? Angleterre, Brésil, c'est quoi ces questions? Bam, ah là là, égalisation. Non, bon, Ali, il prend l'avance là. Ah oui, pardon, David, tu prends l'avance. Donc Ali, là, il n'y a pas le choix. Les questions, lui. Le dernier tireur, il doit marquer, le capitaine, Ali Lukunku, là. Qui c'est qui est le numéro 10 de l'Argentine? Séance de tir au but, la dernière, Ali Lukunku se présente. Ali, quand a été disputé le premier match de football féminin de l'histoire? 1881, 1936, 1951. Allez, respire un coup, là, t'as le quart d'heure. Moi, j'ai la réponse. 51. Attends, avant. Ouais, t'es sûr? Bah non, je tape au piste, donc je dis 51. Le gardien l'arrête, Ali. Bah voilà. Aïe. Enfin, belle victoire de David. Bon, je te pose la dernière question pour voir un peu. David, dans quel pays l'Allemagne a-t-elle remporté sa première Coupe du Monde? La Suisse, la France ou le Brésil? La France. Bon, c'est parce que tu savais que tu avais gagné. Hein. Ouais, ça doit être ça. C'était la Suisse. La Suisse. Voilà. Bon, belle victoire de Bravo, David. Voilà, bon, Ali. Bah, il était compliqué ce quiz, hein. Ouais, ça va pas faire plaisir parce qu'il l'a préparé parce que la semaine il passée, on lui avait dit c'est trop facile. Alors il a dit bon, ben j'ai un peu travaillé. À part le il s'est pas trop foulé, hein. Oyo, je l'avais. Simon, j'ai pas pas bien joué, tu t'es pas trop foulé. Mais écoute, la semaine prochaine, on repassera aux photos, Ali. Non, mais c'est non, c'est pas grave. De toute façon, au niveau des points, t'avais 32 points, le reste du monde avait 26 points. Là maintenant, ils reviennent, mais. Ah ben, ils sont 29 là. 29. Ah, ça donc se attention, Ali, attention. Donc tu mènes toujours, mais un peu comme Genk, il va falloir faire attention. Le prochain invité. Voilà, c'est ça. Qu'on voit un peu. Le prochain invité, si tout se passe bien, parce que ça dépend de l'actualité du club, ça sera le responsable communication, Olivier Smets. Olivier Smets. Ok, Olivier, voilà. Prépare-toi, mais je pense qu'il n'y est pas bon. On verra parce qu'il a il m'a dit il a beaucoup de choses à faire, donc je ne sais pas s'il pourra rester jusqu'à la fin de l'émission, mais bon, en l'occurrence, c'est lui l'invité de la semaine prochaine. Merci beaucoup. D'ailleurs, Olivier, que je remercie énormément pour le gros travail qu'il a fait pour le livre, c'est lui qui était en charge de relire les textes pour le Standard, donc un grand merci à Olivier. Et ben voilà, Olivier viendra la semaine prochaine. On lui demandera un petit mot par rapport à ce très bon bouquin, je rappelle. Merci beaucoup David de Mittenard, co-auteur de ce bon livre, très très bon livre, Rouge toujours, qui est disponible dans tous les kiosques, toutes les librairies, donc foncez. Et au fan shop du Standard.
et au fanshop du Standard. Donc foncez, allez-y si vous n'avez pas encore le livre. Et sinon, je rappelle, il y a un petit concours ici, vous pouvez le gagner, ce livre. Répondez à la question, combien de matchs Ali Okonkwo a-t-il joué avec le Standard selon Wikipédia? Vous nous donnez la réponse sur internet, rsl@letalk.be, on attend. Et puis le gagnant sera annoncé la semaine prochaine. Merci beaucoup David, merci beaucoup Ali. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis ce soir. À très vite. Ciao, ciao.